Bonjour, on est aujourd'hui avec Denis Cameroun, un écrivain camerounais vivant actuellement à Abidjan et fondateur de l'ONG Across the World. Nous allons parler de son livre, Les héros du quotidien, un roman dans lequel l'auteur raconte l'histoire des migrants qui empruntent la route des migrations terrestres de différents pays de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe à travers de sa propre expérience. Alors, quel était le but de cette expérience migratoire pour toi, Denis? Oui, déjà, pour parler d'expérience migratoire, je suis parti du pays, comme tu viens de le signaler. Je suis parti du pays pour faire ma propre expérience parce que j'entendais beaucoup de choses concernant la migration clandestine. Parce que souvent, on a entendu parler de migration, mais je ne savais pas qu'il y avait une autre immigration qu'on qualifiait de clandestine, franchement. Alors un matin, j'étais dans ma petite cacaoyère dans un village du centre Cameroun qu'on appelle Bikogo, à Zébédé. Et donc, rentrant, et j'écoutais ma radio, j'avais toujours ma radio, c'était mon compagnon, seul compagnon déjà, comme tu peux le lire sur la 4e de couverture. Et donc, j'entends parler d'immigration clandestine. J'entends parler de déportation. C'est des mots nouveaux pour moi. C'est des mots que je découvrais. C'était ma première fois d'entendre parler de migration clandestine, déportation. Et c'est comme ça que, quand j'arrive au village, à l'époque, il y avait un petit poste téléviseur, quand même au village. Je suis allé l'allumer pour regarder l'édition du journal. Alors, le 20h me présente plutôt un endroit où on montre une barrière, une clôture avec des barbelés et des Africains qui vont s'accrocher sur ces barbelés pour traverser, quoi. Et on me fait comprendre que, le reporter me fait comprendre que là, c'est des clandestins qui ils veulent traverser, ils ont voulu traverser la barrière de Melilla et Ceuta. Et là, je commence à me poser des questions. Là, on me dit, c'est l'Espagne, quoi. Une fois vous avez traversé cette barrière, vous êtes en Espagne. Alors, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais c'est pas possible. Mon professeur d'histoire-géographie, peut-être qu'il s'est trompé. Comment est-ce que les gens vont sauter une barrière pour entrer en Espagne? Or, moi, je sais que l'Espagne, c'est entre l'Espagne et l'Afrique, il y a l'eau, il y a la Méditerranée. Et donc, ça a beaucoup contribué au déclic, en fait, pour que je prenne la décision d'aller voir ce qui se passe. Bon, c'est vrai, hein, quand je peux dire ça, d'autres, surtout africains, ils n'ont pas l'habitude. Ils vont penser que, mais qu'est-ce que le gars là, il raconte? On se dit, mais quelqu'un sort de chez lui juste pour aller voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je pense que c'est la curiosité qui m'a amené à sortir de mon pays. C'est comme ça, quoi, pour aller voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça fait longtemps, non? C'était à 2100 que quand ça a commencé. J'étais trop jeune pour me rappeler, mais c'est vrai que ça reste comme ça. Il y a aussi dans les journaux, tu peux voir que les gens continuent à sauter les murs à Melilla, Ceuta. Mais ce que lorsque j'ai commencé la lecture du livre, la première chose que nous regardons, c'est les titres et l'acteur du livre. Les titres, c'est Les héros du quotidien et l'auteur, Denis Cameroun. Alors, commençons par parler de toi, l'auteur.
on sait que tu es camerounais, mais qui est vraiment Denis Cameroun? Pourquoi tu décides que ton pseudonyme, ta signature pour ton pays d'origine comme nom de famille? Oui, c'est une belle question. Denis Cameroun, déjà, mon nom de famille, c'est Mvogo. Mvogo, ça veut dire euh, la, euh, la terre de nos ancêtres, notre patrie. C'est ce que ça veut dire. Vogo. Vogo, c'est en langue béti, qui veut dire la terre de nos ancêtres. Alors, si c'est la terre de nos ancêtres, forcément, la terre de mes ancêtres, c'est le Cameroun. Bon, maintenant, le nom Cameroun, le pseudonyme Cameroun, c'est pas moi qui me le donne en réalité. Et là, je vais faire un coucou à quelqu'un qui m'a enseigné. C'était mon instituteur du CM2. C'est lui qui me donne ce nom-là, qui m'appelle Cameroun, parce que j'étais un bon footballeur aussi. J'étais un bon footballeur et pour lui, il me voyait comme une future star du football. En fait, c'est comme ça que lui me voyait. C'était notre entraîneur en même temps. C'est-à-dire quand on faisait les jeux, on appelait ça les jeux au sucre, les jeux interscolaires. Et souvent, moi, j'étais dans son équipe, c'était lui notre entraîneur et il trouvait que j'étais très bon. Et il a commencé à m'appeler Cameroun, Cameroun, Cameroun. Et moi-même, j'étais un peu étonné, quoi, qu'il commence subitement à m'appeler Cameroun, Cameroun. Et puis après, il commence à me dire, mais toi, tu seras un grand joueur. Donc, lui me voyait comme quelqu'un qui serait un grand footballeur. C'est comme ça qu'il me donne ce nom-là. Et voilà, ce nom-là est resté. C'est vrai qu'à un moment, mes amis d'enfance m'appelaient comme ça. Mais quand je suis arrivé au lycée, à ce moment-là, c'était un autre univers. Je n'avais plus, mes amis qui m'ont connu à l'école primaire n'étaient plus avec moi. Et là, ce synonyme-là est resté un peu dans les oubliettes. Et là, je le ressors à ce moment-là, au moment où j'écris ce roman. Mais j'ai remarqué que c'est l'orthographie est allemande. Oui. Donc, je suis étonné, non? Pourquoi c'est l'orthographie Cameroun qu'on utilise en Allemagne? Oui, je l'utilise en allemand simplement parce que, tu sais, on a quand même une histoire avec l'Allemagne. Le Cameroun a une longue histoire, une grande histoire avec l'Allemagne. L'Allemagne a colonisé le Cameroun et c'était aussi une manière de leur faire un hommage. Un hommage non seulement aux Allemands, mais aussi à tous les Camerounais qui ont vécu cette époque-là, même si avant la Grande Guerre. Avant la Grande Guerre, à tous ceux qui ont vécu cette époque-là, et même à tous les Camerounais, parce qu'aujourd'hui, on a un problème au Cameroun. Il y a une partie du Cameroun qui est déterminée à se séparer du Cameroun, le Cameroun occidental, où on va appeler la zone anglophone du Cameroun, qui est en conflit avec le Cameroun, parce qu'ils estiment que il faut créer leur pays à eux, il faut créer un autre État, qu'ils veulent quitter l'État du Cameroun. Or, tout ce territoire-là s'appelait Cameroun, c'est-à-dire c'est les Allemands, ils ont appelé tout ça Cameroun, même si c'est pas les Allemands qui ont donné le nom initial, le nom d'origine, parce qu'en réalité c'est Camaroès, c'est les Portugais, mais les Allemands ils sont venus, ils ont appelé Cameroun. Cameroun là, et aujourd'hui quand on regarde, aujourd'hui les gens, certains disent qu'ils vont se séparer du Cameroun. Moi je pense que c'est pas possible, quoi, qu'il faut qu'on reste solidaire entre nous et voilà, que ce soit le même Cameroun que les Allemands ont laissé en réalité.
Alors, je pense que maintenant, je comprends pourquoi c'est aussi déni Ouais, avec du N, parce de, que c'est la façon tu vois, anglais. oui, tout à fait. Alors, bon, j'ai bien compris ton esprit. Maintenant, je voudrais poser des questions sur les genres littéraires de ces livres. Mhm. Et les héros du quotidien et un roman dans lequel tu combines fiction et réalité à travers de ta propre expérience, comme on a dit, de vie. Et bien que tu as vécu l'expérience migratoire, tu décides d'écrire un roman dans lequel tu racontes l'histoire des autres et pas toujours la tienne, au lieu d'un reportage méticuleux où tu racontes ton propre histoire. Pourquoi tu as ceci, ces genres littéraires? Oui, c'est une manière pour moi d'apporter quelque chose de différent. Je n'ai pas voulu faire un récit où je parle simplement de moi, comme juste un récit de témoignage. J'ai voulu le faire en un roman documentaire où j'intègre la fiction, mais une fiction qui en fait n'est pas fiction. Une fiction en fait qui n'est pas fiction. Et je pense que pour moi, c'était la meilleure façon de décrire ces milieux. Et parce que j'ai réfléchi, j'ai cherché comment est-ce que je peux décrire ce milieu-là et j'ai compris que il était primordial si je voulais faire et comprendre à ceux qui vont me lire ce milieu-là, il fallait que je fasse parler des gens, même avec des noms peut-être qui ne sont pas des noms vrais du milieu, mais qui sont quand même des personnages que j'ai rencontrés dans ce milieu et qui vivent, qui ont vécu dans ce milieu-là. C'est pour ça que vous voyez, je parle pas trop de moi, oui, c'est vrai que je peux parler de moi à partir de, de la préface, enfin je veux dire, de l'introduction du roman jusqu'à Tamara 7, je pense que je parle quand même de moi, même si je fais parler beaucoup de gens, je fais parler beaucoup de personnages parce que c'est un milieu où vous rencontrez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes et à un moment donné, vous voyez que toutes ces personnes-là sont des acteurs. Et c'était pour moi une occasion de faire parler, de faire parler ces acteurs-là que j'ai rencontrés sur le terrain de, de l'aventure. Sinon, à part le style que j'ai voulu juste que ce soit un style, comme vous voyez, roman documentaire. C'est Ok. pour ça que j'ai insisté à ce que les personnages ne soient pas forcément les noms de ces personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, mais des noms que je peux fabriquer, mais les personnages, ils restent les mêmes, ils restent des personnages vrais. Pour raconter son histoire parce qu'ils ne peuvent pas. Oui, Beaucoup de ces personnages avec justement. lesquels tu parles, Oui, ils peuvent pas raconter, raconter ce qu'ils ont mais vécu. je les fais parler. Je les fais parler parce que je sais que eux, ils ne pourront rien dire, mais il faut les faire parler. Ok. C'est pour ça que vous voyez, c'est les personnages, je fais parler beaucoup de personnes dans ce roman. Nous sommes transportés en octobre 2005. C'est la date à laquelle tu vois des images d'une tragédie à Melilla, comme tu as déjà raconté. Qu'il était Denis Cameroun à cette époque? Quels étaient vos objectifs dans la vie? Tu as eu des contacts avec la migration? Oui, en 2005, je pense que je suis dans mon village. Hein. Je viens à peine d'arrêter l'école parce que mes parents n'avaient pas assez de moyens pour m'envoyer dans les universités et tout ça. Donc, j'ai fait le choix de replier au village. Je suis allé au village pour essayer de faire quelque chose.
Et je faisais un peu d'élevage, un peu d'agriculture, un peu de tout, quoi, pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais il m'était jamais passé en tête de penser que je vais aller en, en aventure. Je vais aller en aventure, encore plus en aventure de cette façon-là, c'est-à-dire clandestinement. Ça m'était jamais passé en tête. Donc, je menais tout simplement ma petite vie au village. Je suis allé dans mon village, c'est juste à 45 km de Yaoundé. Et donc, tout ce que je savais faire, c'était, à ce moment-là, tout ce que je savais faire, c'était la gestion des boîtes de nuit, des nightclubs, puisque j'avais géré un nightclub. Un nightclub, c'était un complexe hôtelier, nightclub, hôtel, restaurant et boîte, et comment je veux dire, cabaret, où on faisait venir des artistes pour jouer en live et tout. Donc, j'ai quand même fait ce milieu-là. Et après, j'ai pris du recul. Je suis allé dans mon village, essayer d'aller voir ce que je pouvais faire parce que j'étais passionné quand même de la terre, de la nature. Et le fait de rester toujours en ville, je me sentais un peu encombré. Donc, c'est ça qui m'a amené dans mon village. Je suis allé, j'ai cultivé la terre, et j'ai fait des petits élevages de porcs et consorts, et voilà, j'étais là. Et c'est à ce moment-là que j'entends parler de migration clandestine. Je dis bien clandestine parce que moi, je savais pas. Je savais pas qu'il y a une migration qu'on appelle clandestine. Je savais que ben, tout le monde peut prendre le vol et voilà. Si tu as ton visa, tu prends ton vol et tu t'en vas. Et voilà. Et je savais vraiment pas. J'étais naïf. Je savais pas. Mais je pense que les désirs de la recherche et de l'agriculture ne se posent pas seuls. Est-ce que tu as eu une expérience intérieure? Ça m'étonne que c'est juste un désir qui sort comme ça. Est-ce que peut-être tu as eu une disposition naturelle à la lecture? Ou comment ces désirs de raconter une histoire apparaît dans ta vie? En fait, c'est un peu bizarre tout ça parce que en réalité, moi-même à l'école, j'étais pas trop littéraire. J'étais pas quelqu'un qui était trop littéraire à l'école. J'étais plutôt mathématicien, scientifique. J'étais pas trop littéraire. Je lisais pas trop. Je lisais pas trop. Et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance à un moment d'avoir un professeur parce que je crois que c'était en classe de troisième, j'ai eu un professeur de français qui était l'ami de mon père. Parce que franchement, j'étais un gars qui séchait les cours, hein. Je séchais beaucoup les cours. Je choisissais mes cours. Et cette année-là, j'ai eu un professeur de français qui était l'ami à mon père. Et donc, étant l'ami à mon père, je me sentais obligé d'assister à ses cours. Je pouvais plus dribbler les cours, je pouvais plus sécher ses cours, quoi. Et donc, j'étais obligé d'assister à ses cours. Et c'est là que je prends goût à la littérature, au français. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je commence à comprendre qu'est-ce qu'on appelle figure de style, qu'est-ce qu'on appelle ceci, métaphore, et tout ça. C'est à partir de ce moment-là, parce que là, je peux plus sécher les cours. C'est l'ami à mon père. Si je sèche les cours, le lendemain, je serai, hein. Mon père, forcément, il va dire à mon père que, bah, ton fils, je le vois jamais dans mes cours. Et donc, finalement, je pense que ce professeur-là a été, pour moi, aussi, très, très important. Si aujourd'hui je peux écrire un livre, je pense que c'est aussi grâce à son enseignement. Il m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, il m'a tenu pendant 3 ans
ma tenue de troisième, seconde, première. Mhm. Vous voyez donc que pendant les 3 ans, je pouvais pas sécher les cours de français. J'ai toujours été là Mhm. et j'avais toujours de bonnes notes à ce moment-là. Et c'est là où je commence à me découvrir. C'est là où je commence à me découvrir. Je commence à lire certains livres comme Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Mhm. Je commence à lire des livres comme euh, Une saison sèche et blanche de André Brink. C'est un Sud-Africain. Hein. Je commence à lire des livres comme Les Biman de Séverin Cécile Abega. Je commence à lire, il s'appelle comment? Robert Sabatier. Alors là, je commence à vraiment à me cultiver à la lecture. Je commence à comprendre que c'est très important quand même de lire. Et je pense que c'est là que la prédisposition, s'il y a prédisposition, je pense que c'est à ce niveau-là que les choses commencent, où je commence à avoir le goût de la littérature. Sinon, bien avant, je pense pas que je peux pas dire que j'étais destiné à ça à la naissance, non. Mhm. Je peux pas dire que j'avais ces prédispositions-là à la naissance. Ok. Bon, au moins, on va dire dans cette interview, merci à l'ami de ton père, Ah oui, merci le vraiment professeur à de Monsieur ce Ndjobo. roman. Il a bien réussi. Euh, Mais alors, tu pars dans le livre sur une voix intérieure. Une voix intérieure, oui. C'était Dieu qui a parlé pour affronter la route migratoire ou tu étais croyant à ce moment-là? Parce que tu pars aussi de ça pour... Oui, justement, c'est une voix intérieure qui me parle et je veux pas me prendre pour un prophète non plus. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une voix qui m'a parlé. Elle est intérieure. Ça veut dire que toi, tu es à côté de moi, tu vas pas la comprendre. C'est moi celle qui va la comprendre. Oui, c'est Dieu. Moi, je veux pas dire, je veux pas tourner autour du pot. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est Dieu. C'est-à-dire, moi, déjà, quand je vois les images à la télé, et puis je m'en fous, je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Bon, je m'indigne juste, c'est tout. Mais après, je comprends, il y a une voix qui me dit, mais il faut partir. Il faut aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi dans ces villages? Ta place, c'est pas ici. Il faut partir voir ce qui se passe. Et là, je commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à me poser des questions. Oui, je dis, j'étais déjà croyant. À ce moment-là, j'étais déjà croyant. Ma relation avec la religion, elle était une relation plutôt trouble. Oui, parce que j'étais carrément en rupture avec la religion. J'étais déjà carrément rebellé de la religion. Je m'étais déjà rebellé de la religion. Parce que j'avais estimé à un moment donné que la religion, elle nous amenait parfois, elle nous endoctrinait tout simplement. Que rien n'était, il n'y avait pas de réalité, quoi. Et donc, je m'étais vraiment rebellé, il y avait une dissension entre moi et la religion. Je partais plus à l'église. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été servant de messe. J'ai failli être, comment on dit, séminariste. Oui. C'est à ce moment-là que je décide de quitter. De me dire, moi, il paraît qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, quoi. Et donc, il faut que je fasse mes propres expériences. Ça, je veux pas rentrer dans les détails. Si j'ai vécu, moi, je vivais avec des prêtres. Je vivais avec des prêtres, je voyais comment ça se passait. Et donc, j'ai commencé à me dire non.
il faut que je cherche à me frayer moi-même un passage, me frayer un chemin. Parce que je m'étais toujours posé des questions. Est-ce que Dieu existe? C'est vrai. Je m'étais toujours posé ces questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vrai? Il y a eu des moments où je disais que, mais Dieu même c'est qui? Que Dieu, Dieu n'existe pas, que c'est n'importe quoi. Mais, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de révélations avant même cette histoire de déportation. C'est à partir de là que je quitte même la boîte où je travaillais, dans une boîte de nuit. C'est à partir de là que je quitte. Parce que je me rends compte que c'était pas l'endroit approprié pour moi. Et voilà, c'est là où je quitte. Et je viens dans mon village. Donc, on dit que, oui, je connaissais déjà Dieu. Ça, je connaissais déjà Dieu. La voix qui me parlait, elle était sans doute la voix de Dieu. Et c'est cette voix qui continue à me parler jusqu'à aujourd'hui. Ok, j'ai compris. Dans ton livre, tu rends compte des expériences à différents passages de la route migratoire vers l'Europe. Et on découvre les points emblématiques de la route migratoire à Agadez, en Niger, Timanrasset, Tizawati, à la frontière algérienne, Oran. Tizawati. Oui, Oran, la vallée du Magnia, Odra, non, la ville marocaine. Oujda. Oujda, d'accord. Et enfin, la Méditerranée et l'Espagne. Et dans les régions frontalières telles que Tamanrasset et Tizawati, les migrants non seulement transitent, mais résident longtemps dans des ghettos afin de collecter suffisamment d'argent pour continuer le voyage. Ainsi, la fameuse Charmania, sur laquelle tu pars dans les livres, elle apparaît et gouvernée avec par les Sherman. Alors, Denis, explique-nous comment un migrant vit dans les déserts dans la première étape sahélienne, on va dire, du voyage, et en quoi consiste ce qu'on appelle la Charmanie. Marni, parce que c'est... Eh oui, la Tchermania. C'est en anglais, non? Tchermanie. Tchermanie. Tchermania. Tcherman. Ok. Ouais, en fait, oui, moi, la vie, vous avez dit la vie au désert. Vous avez parlé de la vie du désert. C'est ça? Oui, c'est la première étape. Oui, la première étape, c'est ça. D'un migrant, mais dans ton cas, c'est... En réalité, la première étape, elle est toujours aux abords du désert. On va pas directement au désert. Non, non, non. Quand vous arrivez, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, vous allez d'abord dans une ville qui est une ville, on va dire, de base arrière. Par exemple, la ville au Niger, la ville d'Agadez, qui est carrément une base arrière, c'est la base arrière. C'est par là que tout se prépare. Ceux qui veulent aller en Libye, ceux qui veulent aller en Algérie, c'est à partir de là que tout se prépare. Donc, bon, là, la vie, elle n'est pas, bon, on va pas appeler ça une vie de désert parce que c'est quand même une petite ville où, bon, les gens, vous rencontrez des gens dans les rues, il y a encore là des agences de voyage, il y a encore là des petits salons de coiffure, des petits restaurants. Bah, vous essayez quand même de vivre cette vie-là. Mais là où vous résidez, c'est à partir de là où vous résidez, tu comprends quand même que beaucoup de choses ont changé par rapport à ta situation depuis ton pays. Parce que moi, par exemple, je viens d'Afrique centrale. Quittant l'Afrique centrale, arrivé à Agadez, la première fois que tu dors sur une natte ou sur un carton, je pense que c'est Agadez. C'est à Agadez. Les cauchemars commencent à... C'est là où les cauchemars vont commencer.
Parce que c'est la première fois que tu trouves que il y a plus de 50 personnes dans une même pièce. C'est la première fois que tu trouves des gens dormir sur des cartons. C'est la première fois que tu vois des gens, des chameaux marcher, se balader avec des bidons d'eau, des galons d'eau pour vendre. Parce que l'eau est rare dans cette zone-là. C'est la première fois que tu es tu es quelque part et puis quelqu'un te dit comment tu dois vivre. Et là, c'est les prémices de la Tchermania qui commence. Là, à partir d'Agadez, les prémices de la Tchermania, du système commencent. Tu sais pas encore ce qui se passe devant. Mais à partir de là déjà, tu as quand même déjà, on commence déjà à t'envoyer des petits signes. Parce que là, c'est lui qui est là, qui est un peu comme, bon, on va dire le passeur ou bien le coxeur. On va le donner un nom comme ça. Mais c'est lui qui va vous mettre quelque part dans une petite pièce. Vous êtes peut-être 50 personnes. Vous êtes ses passagers. Et donc lui, il est chargé de vous trouver un chauffeur qui va vous amener jusqu'en Algérie, donc à traverser le désert jusqu'en Algérie ou alors jusqu'en Libye. Donc, on va dire, à partir de ces villes bases arrière, on commence à voir les prémices de la Tchermania. de la Tchermania. Et pour représenter le fonctionnement de ces réseaux, je pense que tu utilises l'histoire Justement. des Madiba, Johnson, les migrants qui sont installés à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Cette histoire est chargée de symbolisme. C'est pas ça? Alors, j'aimerais que tu racontes un peu qu'est-ce que c'est la vallée du sang. C'est où toute l'histoire passe. Et à qui Madiba représente-t-il? Qui est Madiba? C'est nom nous rappelle Nelson Mandela. Oui. Mais ton histoire, parce que je pense que c'est une bonne façon de raconter qu'est-ce que c'est la Tchermania. Oui. Ton histoire. Enfin, la Tchermania, c'est comme j'ai dit, c'est un système. C'est un système bien bâti et du sud vers le nord. C'est du sud vers le nord. La Tchermania peut commencer au Nigeria. Ça peut commencer au Nigeria. C'est-à-dire, nous sommes dans un réseau. Il y a des personnes qui sont installées au Nigeria, qui sont peut-être nigérians, qui sont peut-être camerounais, qui sont peut-être, je sais pas. Il y a des personnes installées en Côte d'Ivoire. Ils ont des contacts. Ils ont des contacts à partir de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, de la Libye. Ils ont tous ces contacts-là. Ils ont des contacts au Niger, au Mali, en Mauritanie. Ils ont ces contacts. Et maintenant, comment est-ce que fonctionne la Tchermania? La Tchermania s'installe à chaque frontière. Quand je dis Tchermania, c'est une organisation très fermée. Elle est très fermée. À l'intérieur de la Tchermania, il y a des communautés. Il y a des communautés. Et c'est le chairman qui est le patron de ces communautés-là. Mais bien sûr, chaque communauté a un petit chairman, on va dire. Mais il y a le grand chairman, celui qui coiffe. Donc, chaque communauté s'occupe des membres de sa communauté. Un Camerounais ne peut pas être pris en charge par un Nigérian. Un Nigérian ne peut pas être pris en charge par un Malien. Un Malien ne peut pas être pris en charge par un Ivoirien. C'est-à-dire, si
un passager ivoirien ou malien est en train de passer, toi le Camerounais, tu n'as pas le droit de prendre ce passager-là et le mettre dans ton groupe. Parce qu'il n'est pas camerounais. Si tu le mets dans ton groupe, c'est un fuck-up. Et ça peut créer un grand désordre. Quand je dis un fuck-up, c'est le langage du terrain. Ça veut dire tu as déconné. Et si tu déconnes, voilà, il y a des représailles derrière. Et donc, la Tchèrmania consiste à quoi? Au départ, la Tchèrmania n'est pas faite pour piller, comme c'est devenu après. Non. La Tchèrmania, c'est une bonne chose au départ. C'est-à-dire organiser une société, essayer de l'hiérarchiser. Ça, c'est tout à fait normal. On ne va pas vivre dans l'anarchie si on est des humains. Il faut essayer d'organiser notre environnement. Bon, maintenant, après, des gens ont pensé que ils pouvaient se faire de l'argent sur le dos des autres. Et donc, ils se sont installés, ils ont fait asseoir leur domination en mettant autour d'eux un système qui fait que on a un commissaire qui a la police à sa disposition, on a un gouverneur, on a un procureur, on a un président du tribunal, on a un premier ministre et on a un chairman qui est là, à qui l'on rend compte de tout ce qui se passe. Et rien ne se passe sans lui, sans son accord. Tout passe par lui. Vous voulez voyager, c'est le chairman qui donne son accord. Si le chairman n'a pas donné son accord, vous ne voyagez pas. Si toi, tu veux quitter ici pour aller à la frontière, si le chairman n'a pas donné son accord, tu ne voyages, tu ne pars pas. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Vous devenez carrément des prisonniers du chairman. Il fait de vous ce qu'il veut. À ce moment-là, il fait de vous ce qu'il veut. Et donc, Madiba, qu'est-ce qu'il représente, Madiba? Madiba, en réalité, c'est quelqu'un qui est venu, il est allé en aventure parce qu'il a fui les problèmes. Et il a fui les problèmes, c'est-à-dire c'était pas quelqu'un d'honnête aussi. C'était pas quelqu'un d'honnête, et puis voilà, il a fui son pays, et après il commence à regretter. Il voit que ce qu'il faisait n'était pas bien, et là il se retrouve carrément en déroute, quoi. Il est perdu dans son aventure. Il se retrouve à Oran, où là il va habiter une petite cabane. Il essaye de revoir un peu sa vie avant. Il voit que il a déconné. Il fallait pas qu'il se retrouve dans ces situations-là. Maintenant, pour lui, la seule option, c'est d'aller en Europe. Parce qu'il peut pas continuer à vivre en Algérie s'il veut mener une vie d'homme normal. En Algérie, c'est quand même compliqué. Sur le plan social, c'est compliqué. L'intégration est très, très compliquée. Et donc, il décide de partir en Europe. Et en allant, il rencontre Johnson. Il rencontre Emeka. Johnson qui est ghanéen. Emeka qui est nigérian. Et donc, ils se rencontrent dans la forêt de Mawari à Kourougou, où tous cherchent à aller en Europe. Et c'est eux qui organisent l'attaque, je veux dire, la tentative d'entrer à Melilla et Ceuta qui a fait des morts. C'est eux qui organisent tout. Et puis ils essayent, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui sont morts et tout, et puis ils vont battre en retraite. Ce Madiba, ils vont battre en retraite. Et donc, ils vont se dire, et c'est là que la Tchèrmania va naître.
Parce que à cette époque-là, tout était comme ça. C'était chacun pour soi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun prenait sa route. Il faisait ce qu'il veut. Mais là, quand ils sont revenus de là, ils étaient des rescapés. Parce qu'il y a ceux qui sont morts, ceux qui ont été déportés, ceux qui ont été blessés. Et ils ont quand même réussi à sortir de là sans gravité, quoi. Et donc, ils ont replié. Et c'est là où ils décident de créer donc ce système de Tchermania. Alors là, ils s'installent, ils se disent, bon les gars, là, on a tout essayé. Ça fait des années que nous, on est là, on traîne, on tourne, on va, on vient. Maintenant, il faut qu'on s'installe. On n'a pas le choix. Et tous les trois sont des gens qui sont des personnes non grata dans leur pays. Parce que Johnson, lui aussi, au Ghana, c'est quelqu'un qui a foutu la merde. Emeka, pareil. Il a déserté même l'armée. Et donc, tous se retrouvent là. Ils sont réunis pour quelque chose qui leur est commune. Chacun s'identifie à l'autre. Personne ne veut revenir dans son pays. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'installe ici. Les gars, on s'installe là. Maintenant, on va aider nos frères qui vont venir. On va les aider à notre manière, à notre façon. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont s'installer. Et donc, la Tchermania prend corps. Mais c'est des personnes que tu as rencontrées ou c'est juste une histoire pour montrer? Oui, mais c'est des personnes. Comment ça a commencé? Il y a quelqu'un qui t'a raconté cette histoire? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui m'a raconté l'histoire. Ouais. Et comment ça a commencé? Tu joues en aventure, oui. Comment ça a commencé? Parce que moi, je me posais des questions. Mais comment des gens peuvent quitter chez eux? Ils viennent s'installer dans cet endroit. Ils ne veulent plus partir. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Parce que c'est le réseau de migrants sahariens qui restent là et qui... Ouais. Je dis, mais c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas quitter leur pays. Et puis ils viennent rester ici. Qu'est-ce qu'ils font là, dans cette forêt, dans cette brousse, dans des trous, dans des bunkers, comme on dit? Alors là, je me pose beaucoup de questions. Moi, j'étais malmené. J'étais tellement malmené. Parce que quand j'arrive, tout de suite, ils voient que c'est un mec qui ne veut pas se soumettre à nos obligations. Mais lui, là, c'est qui? Donc, j'étais beaucoup malmené. Et donc, tu étais un rebelle. Et j'étais pour eux un rebelle. Et donc, par moment, il y avait parmi eux des gens, dans la communauté, il y avait des gens quand même qui étaient là aussi depuis longtemps, mais qui n'étaient pas de la Tchermania, qui n'adhéraient pas au jeu de la Tchermania. Et c'est eux qui ont, certains d'entre eux, qui ont pu s'ouvrir pour me dire, ben voilà comment ça s'est passé, voilà comment, et voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. C'est comme ça. Sinon, la Tchermania, elle a commencé dans les années 90. Moi, je voyage en 2007. Tu vois. Donc, je pense 17 ans après. 17 ans après. Que moi, j'arrive là. C'est bien intégré avec des relations entre, par exemple, entre Timan Rasset et Tisawati et Magnia, il y avait une relation étroite. Oui, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est un réseau. Ceux qui sont en Magnia, ils sont en contact avec ceux d'Oran. Ceux d'Oran sont en contact direct avec ceux de Tamarasset ou de Tizawati. Parfois même, ils arrivent à avoir des contacts. Ils ont des contacts jusqu'au Nigeria, jusqu'au Cameroun. Ils ont des contacts, ça dit, c'est une chaîne. Tout est bien ficelé. Et je peux te dire qu'il peut avoir des coups d'État. Oui, comme celui que tu as raconté, non? Il y a des coups d'État. Dans les livres. Tu vois? Mais là, le coup d'État que je raconte dans le livre, c'est Madiba qui le fait. C'est ça, non?
C'est Madiba qui le fait, mais parce que Madiba là, Madiba retrouve sa vraie version de l'homme, sa vraie version humaine. Il se dit, mais c'est pas possible. On peut pas continuer à vivre dans ça, puisque déjà, moi, dans mon pays, voilà ce que j'ai vécu. Et c'est à cause de ça que j'ai fui, je suis arrivé ici. Mais je pense qu'il est temps de changer quand même, si on veut avancer. Et donc, Madiba décide de changer les choses. Madiba est traité comme il est traité, mais il réussit quand même à réunir un certain nombre de personnes autour de lui qui vont réussir à renverser le chairman. Mais il y a des coups d'État qui peuvent quitter du Cameroun, qui peuvent quitter du Nigeria. Oui. Si par exemple le chairman qui est installé là, et il ne fait pas ce qu'il faut faire, et enfin, il ne fait pas l'unanimité au sein de ceux qui sont au niveau des pays d'origine, ils peuvent venir le déloger. Parce que ceux-là qui sont là-bas, ils ont été chairman là-bas. Tu vois un peu comment le système fonctionne. Ils ont été chairman à Magna. Ils ont été chairman à Oujda. Ils ont été chairman à machin. Et puis, après tout, peut-être avec l'argent des passagers, il est rentré dans son pays. Ils ont construit son propre kingdom. Il fait son kingdom. Royaume. Tu vois, il fait son kingdom. Maintenant, il a mis son petit là-bas. Il y a un petit, c'est toi qui gères ça. C'est toi le chairman. Tu vois? Et donc, lui, il gère. Il est le chairman. Mais maintenant, s'il déconne, il est capable de le renverser. Il est capable. Ils sont capables de quitter le Nigeria avec parfois même des pistolets, avec des épées. Ils arrivent là-bas et puis ils le délogent et ils installent quelqu'un d'autre à sa place. Ok.